podcast du Musée des Augustins. Histoire des arts, objectif bac. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Et bienvenue pour cette deuxième partie du podcast sur Eugène Viollet-le-Duc. Donc, dans une première partie, nous avions vu que Viollet-le-Duc est un artiste aux multiples facettes, architecte, dessinateur, professeur, auteur, historien et restaurateur, bien sûr. Oui, et dans cette deuxième partie, nous allons voir un petit peu plus pourquoi son travail a autant suscité des foudres, pourquoi il fait débat. Parce qu'en 2 siècles, on lui adresse louanges et polémiques, admiration ou colère. Il a eu l'ambition de restaurer, de sauvegarder un patrimoine en ruine, mais il a du même coup défiguré à jamais beaucoup d'édifices. Donc, on va se questionner autour de la restauration, jusqu'où on doit s'arrêter pour ne pas dénaturer un édifice. À l'époque, en fait, de Viollet-le-Duc, le fait est qu'il n'y a pas vraiment de règles ou de cadres. Donc, il y a beaucoup de liberté. Donc, comment, pourquoi restaurer ? Oui, pour comprendre son travail, c'est important de comprendre vraiment ce qu'est la restauration. Ne pas confondre avec le restaurant où on mange, c'est important de le dire. La restauration, c'est vraiment tout ce qui concerne la sauvegarde, la réparation, pour en dire un autre mot, d'édifices ou d'objets. Et en fait, il y a toute une histoire autour de ça, parce qu'on n'a pas toujours eu cette volonté de réparer, de restaurer. Les premières restaurations commencent, on va dire, à la Renaissance, au XVIe siècle. Et c'est très lié à ce que la Renaissance veut, parce que au moment de la Renaissance, on revient à l'époque de l'Antiquité. En tout cas, on a envie de reparler de l'Antiquité. Donc, il y a un intérêt pour les œuvres antiques qui est de nouveau présent. Et donc, ces œuvres qui sont très abîmées, parfois, certains artistes vont avoir l'audace de vouloir compléter ces œuvres, ces fragments pour plus de grâce. C'est pas toujours fait, c'est surtout imaginé, dessiné, mais on imagine en fait ce qui a été un peu détruit pour les œuvres antiques. Mais surtout, c'est à partir du 19e siècle que se pose véritablement la question de la restauration, parce qu'il y a eu la période révolutionnaire et beaucoup de vandalisme suite à la Révolution. Donc, on est partagé entre cette période de vandalisme et cette volonté de sauvegarde. Et en plus, il y a toute une génération de romantiques qui sont très sensibles à la ruine. Ils se prennent d'amour pour tous ces édifices détruits. Ils sont touchés et ils ont envie de préserver tout ce qui a pu être détruit. Donc, le vandalisme de la Révolution entraîne des réactions et surtout une prise de conscience de ce qu'est le patrimoine. Tout à fait. Il faut protéger les biens, les édifices, parce que ça a un intérêt pour le public. Donc, la restauration prend forme en 1832 avec la création des monuments historiques. Oui. Et le plan de sauvegarde passe d'abord par un travail d'inventaire. Ensuite, il y a la création d'un poste d'inspecteur et d'une commission. Cette commission est en charge de former les architectes qui interviennent sur les monuments, à commencer par Eugène Viollet-le-Duc. Oui, donc même si on dit qu'il a fait un peu n'importe quoi, il était quand même formé pour... Non, mais c'est vrai. Oui. Il était quand même formé pour intervenir Oui. sur des monuments qui étaient répertoriés et classés. Alors, on a parlé de ces monuments historiques, de cette création de ce label. C'est très important parce que Prosper Mérimée, on en a parlé dans le premier épisode, mais on va le détailler un petit peu plus là, c'était l'inspecteur général des monuments historiques en 1834. Et en fait, c'est une personnalité très importante parce qu'il contribue à la restauration de nombreux monuments anciens. Et pour ça, il se déplace partout en France pour faire un état des lieux, pour évaluer l'état des monuments et signaler les dangers qui les menacent. Et ensuite, une fois qu'il a fait cet inventaire, il va travailler avec des architectes comme Eugène Viollet-le-Duc ou Émile Bosse-Vivalde qui vont justement contribuer à la restauration. Mais selon lui, selon Prosper Mérimée, une restauration totale est toujours une forme de destruction. Il en a conscience, on intervient sur les édifices, on les modifie. Mais son rôle, c'est de restaurer des monuments pour justement éviter de les condamner. Et il lutte contre le vandalisme qui s'est produit au moment de la Révolution. Et il a envie de sensibiliser les locaux et les usagers au patrimoine. Donc il a vraiment cette ambition de protéger, réparer et sensibiliser. Alors, Eugène Viollet-le-Duc a la volonté de réparer les dommages causés par la Révolution, on l'a dit, et sa méthode de restauration a fait débat parce qu'une grande part de ce qui est restauré est pure hypothèse. Mais l'idée nouvelle, c'est qu'il a été reconnu véritable restaurateur parce qu'il a gagné le concours de la restauration de Notre-Dame de Paris. Et pour lui, c'est une belle revanche parce que, justement, n'ayant pas fait l'école des beaux-arts, en fait, là, tout le monde va respecter son travail parce qu'il a gagné le concours. Tout à fait, effectivement, c'est vrai.
Alors, on va essayer de comprendre un petit peu les débats qui ont eu lieu au niveau de la restauration, parce que Viollet-le-Duc n'est pas le seul à restaurer ou à travailler dessus. Il y a en fait autant de styles ou de manières de restaurer qu'il y a eu de restaurateurs, vraiment. Et comme on l'a dit, il n'y avait pas vraiment de règles au 19e siècle, donc chacun faisait un petit peu ce qu'il voulait. Et il y avait plusieurs théories sur la restauration qui se sont parfois même opposées, parce qu'il y avait des concepts et des personnalités très différents. Et donc on s'aperçoit qu'au fil des années, il y a plusieurs théories sur la restauration qui ont vu le jour et qui se sont souvent opposées. Oui, par exemple, on note 2 points de vue qui s'opposent. Entre, par exemple, Quatremer de Quincy, qui est un académicien idéaliste, autoritaire et très conservateur, qui s'oppose à Viollet-le-Duc, l'autodidacte, pragmatique et moderne. Chacun a écrit son dictionnaire de l'architecture et chacun se retrouve dans la recherche de l'unité d'un bâtiment. Oui. Mais l'un défend un idéal grec, donc classique, et l'autre défend un idéal gothique, donc médiéval. Oui, tout à fait. Donc les concepts s'opposent. Mais ils ont quand même cette volonté d'appartenir à une restauration qu'on appelle stylistique. Vraiment, et c'est ce que prône Viollet-le-Duc. Mais comme il y a plusieurs personnalités, il y a plusieurs concepts, et il y a à un moment d'autres personnalités qui vont prôner autre chose, une restauration qu'on appelle la restauration conservation. Et là, justement, il n'y a pas de question de style. On veut respecter l'original et limiter l'intervention au maximum. Et cet homme, John Ruskin, qui est un critique d'art et un théoricien anglais, il défend ça. Pour lui, il faut prendre soin des monuments, les protéger, les conserver pour ne pas avoir à les restaurer. Donc, il faut privilégier la conservation pour ne pas avoir à intervenir, parce que c'est toujours une agression sur les édifices ou les objets. Et puis la réflexion évolue. Il y a notamment Camillo Boito, qui est un théoricien italien cette fois-ci. Oui. Il compare les théories de ces deux personnages, Viollet-le-Duc et John Ruskin, pour en tirer sa propre théorie un peu plus modérée. Pour lui, il se dit, très bien, il faut limiter la restauration, il faut donc valoriser la conservation, mais quand on restaure, c'est possible, il faut utiliser des matériaux et un style dissociable de l'original. Il faut pouvoir identifier ce qui a été rajouté pour ne pas mélanger les époques et comprendre qu'il y a eu une intervention. Et ensuite, vous avez une autre personnalité, Émile Boswivald. On en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Eh bien, lui, en fait, il va succéder à Prosper Mérimée au poste d'inspecteur général des monuments historiques et il collabore beaucoup avec Eugène Viollet-le-Duc. Et notamment, il va poursuivre le travail de Viollet-le-Duc à Carcassonne après sa mort. Oui. Donc, il succède véritablement. Donc après avoir donc évoqué ces personnalités importantes dans le monde de la restauration au XIXe siècle, il faut se dire que ça n'est qu'au XXe siècle que la restauration est théorisée. Elle est théorisée par un certain César Brandi, un Italien, donc un historien et critique d'art, considéré comme le père de la restauration moderne. Il crée l'Institut central de la restauration, qui ouvre ses portes en 1939, et il est l'auteur de la théorie de la restauration, et cela en 1963. Et c'est pour longtemps le texte de référence de la conservation-restauration. C'est ce texte qui parle véritablement du fait qu'il faut respecter l'intégrité d'un objet. Oui, c'est très important. C'est vraiment le 20e qui va commencer à poser des cadres. Oui, exactement. Alors, ce qu'on vous propose, c'est d'illustrer un petit peu les restaurations de Viollet-le-Duc avec des exemples concrets pour voir un petit peu qu'est-ce qui a pu faire débat et en fait, quel est le style de Viollet-le-Duc finalement, quel est le style de sa restauration, quelle est sa méthode de travail. On vous l'a dit dans la première partie, il travaille beaucoup à partir de dessins, il fournit des dessins, des vues aquarellées, un mémoire explicatif. Bref, il dresse un inventaire très rigoureux et s'appuie sur une enquête scientifique. Donc, il travaille quand même sur l'époque et le bâtiment avant même de proposer quelque chose. Mais il va recréer des éléments d'architecture, ceux qui manquent, en déduisant leur forme d'après des études stylistiques. Donc, c'est pas toujours juste, mais pour lui, la restauration est une démarche moderne, quoi qu'il en soit, et il rétablit un état où un édifice qui n'a peut-être jamais existé, en se basant sur ses recherches, qui pourraient exister, mais qui n'est pas forcément réaliste. Mais il prend des décisions et il fait des choix. Oui, et donc ça, c'est du courage. Tout à fait, c'est audacieux. Oui. Alors, donc, dans un premier temps, il reconstitue le monument par fragments, puis il cherche à restituer le style local, le style régional, par exemple, et enfin, en troisièmement, eh bien, il va utiliser la photographie pour être
parfaitement objectif au sens de l'objectivité photographique, ce qui est un nouveau médium pour justement être sûr de l'état d'un chantier, à un moment donné. Donc il utilise des moyens très modernes. Exactement. Alors, avec lui, on peut dire, avec Viollet-le-Duc, que les chantiers se rationalisent parce qu'il y a cette investigation scientifique, mais il y a aussi des innovations techniques parce qu'il va mettre au point des échafaudages donc d'un type un peu nouveau pour justement des chantiers encore plus performants. En 1894, donc, c'est le premier concours d'architectes des bâtiments historiques. Ça, c'est vraiment une date. Alors, ce qu'on vous propose, c'est de prendre l'exemple d'une de ses plus célèbres restaurations, qui est la cité de Carcassonne. Oui. On en a déjà parlé dans l'épisode 1, mais ici, on va vraiment voir comment il a pu sauver cette grande cité qui était laissée à l'abandon, mais à quel point ça a pu être compliqué pour lui de faire ce qu'il a fait, à quel point cette intervention a donc soulevé quelques foudres. Parce qu'il y avait quand même des réalités concrètes à prendre en compte. Les autorités locales, les notables, les commissions des monuments historiques pouvaient parfois un peu faire barrage à ses propositions. Donc pour lui, il fallait composer, mais convaincre surtout, et proposer des solutions architecturales qui étaient acceptées par tout le monde, parce que ces réalisations sont quand même loin de faire l'unanimité. Donc il prend quelques libertés avec la réalité historique, et il fait des choix surprenants qu'il faut parfois justifier. Mais ce qui comptait pour Viollet-le-Duc, c'était véritablement de restituer la cité telle qu'elle pouvait apparaître à la fin du XIIIe siècle. Et donc, par exemple, Viollet-le-Duc, pour restituer la cité, il va tenter vraiment de la proposer comme elle pouvait exister au XIIIe siècle, d'après ses recherches, mais rien n'est sûr. Il fait ajouter un pont-levis à la porte narbonnaise, qui était l'entrée principale de la cité. Mais en fait, on ne sait pas du tout s'il y avait un pont-levis à cet endroit. Oui, on sait que dans les châteaux forts, il y a des ponts-levis, mais il n'y en avait peut-être pas là. Exactement. Donc, l'élément néanmoins le plus controversé concerne les tours de l'enceinte. Sur une grande partie des tours d'enceinte de la cité, il s'attaque donc à la partie supérieure et il fait poser des lauses d'ardoise gris sombre sur des toits très pentus. Alors qu'en fait, une bonne partie des tours va conserver un toit plat en tuiles rouges. Donc en fait, résultat, il y aura deux styles qui vont s'équilibrer, mais ça va beaucoup surprendre, ces toits pointus. On se croit au centre de la France avec cela. On peut dire aussi que si jusque dans les années 1960, ces transformations ont été critiquées, elles font aujourd'hui pleinement partie du visage de la cité qui est inscrite depuis 1997 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Oui, c'est important, effectivement, de le dire. Et comme on l'a expliqué tout à l'heure, les règles de la restauration se sont durcies au XXe siècle. Il y a eu de nombreuses chartes, notamment celles d'Athènes, de Venise, des règles, des théories. Et donc, finalement, la légitimité de son travail commence à être remise en question. Parce que ce qu'il a réalisé, c'était trop interventionniste, pas assez réaliste ou pas assez authentique. Donc, on va même se demander si on ne devrait pas toucher à son travail. Alors, à Carcassonne, on ne touche pas à ce qu'il a réalisé. Oui, et d'ailleurs, on est aujourd'hui en 2024 et on est en train de terminer une restauration de la cité qui est extrêmement fidèle à ce qu'avait voulu Viollet-le-Duc. Oui, c'est vrai. Mais à Toulouse, on procède différemment et dans les années 80, on va faire le choix d'enlever certains de ces ajouts qui ont été jugés comme incongrus ou anachroniques. Oui, c'est vrai. Alors, c'est une étude de cas, véritablement, de cas local, qui est celui donc de la basilique Saint-Cernin de Toulouse, qu'on a nommé la basilique de la Discorde, donc à la fin du XXe siècle, pour une restauration qui donc devient une dérestauration. En fait, on reproche à Viollet-le-Duc certaines erreurs. Et c'est vrai que ça donne lieu à une émotion patrimoniale qui est montée très 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 haut à la fin du XXe siècle. Donc on sait que en 1838, la basilique Saint-Cernin de Toulouse est classée monument historique. En 1846, il y a un projet de rénovation de la tête de l'église. Et en 1860, les travaux débutent. Il y a urgence parce que les toits donc, de l'église prennent l'eau, ils ne sont plus imperméables, il faut intervenir. Donc, Viollet-le-Duc a l'idée de créer des décrochements successifs de la toiture. Il va étager ou étaler les toits. Il va ensuite remplacer les tuiles rouges en terre cuite
par des dalles de pierre claires, et ensuite, mais lourdes, puisque c'est de la pierre, et ensuite il va avoir l'idée de supprimer toutes les petites fenêtres toulousaines qui sont donc en dessous du niveau du toit et qu'on appelle des mirandes, des petites fenêtres à la base carrée avec un plein cintre. Donc il va rétablir un édifice dans un état qui n'a peut-être jamais existé, justement. Il fait œuvre de création parce qu'il voulait faire de Saint-Cernin l'édifice type de la basilique romane, selon une tradition. Oui, c'est vrai. Mais ce parti pris de Viollet-le-Duc entraîne des restaurations qu'on va juger excessives. Oui, exactement. Et donc, qu'est-ce qui se passe au XXe siècle ? Eh bien, en 1979, l'année du centenaire de la mort de Viollet-le-Duc, la Commission des monuments historiques décide une déviolettisation. Oui. On peut le mettre entre guillemets. C'est vraiment l'idée de vouloir retrouver l'état originel de la basilique avant les ajouts du restaurateur. Et donc, qu'est-ce qu'on va enlever ? Eh bien, on revient en fait au toit unique, on revient aux tuiles rouges et on rétablit les mirandes. Voilà, et il y a des débats houleux et passionnés dans les années 80, entre 79 et 80, parce que ça fait débat véritablement. Il y avait même des manifestations, des camping-cars et des caravanes qui faisaient un sitting autour de Saint-Cernin pour justement un peu débattre autour de tout ça. C'était très vif, mais la décision est tranchée en 1990 par le ministre Jack Lang. C'est Paris qui tranche. Il y aura une déviolettisation. On enlève ce qu'il a réalisé. Alors à Toulouse, il y a un autre exemple de dérestauration, donc c'est celle du collège Saint-Raymond, un bâtiment du XVIe siècle devenu musée. Au XIXe siècle, Viollet-le-Duc restaure les parties hautes de ce vieux collège en créant un crénelage de briques. Il adore donc s'occuper des parties donc hautes des édifices. Et en 1982, c'est la dérestauration. C'est le retour à l'état d'avant Viollet-le-Duc. Parce que le couronnement de l'édifice par Viollet-le-Duc a été considéré comme une erreur d'interprétation. Parce que Viollet-le-Duc avait supprimé les mirandes, ces petites fenêtres qui avaient vraiment une fonction précise, qui était celle d'aérer les combles. Donc, lui, il a cru bon de rétablir un crénelage qui en fait n'avait jamais existé. Donc Viollet-le-Duc est vraiment entre le désir de rétablir un état ancien d'un bâtiment et le souci de le sauvegarder. Et ça a pu donc le faire arriver à une solution hybride qui ne se justifiait pas et qui faisait regretter l'état ancien. Donc les critiques sont virulentes encore jusqu'à la fin du XXe siècle. Oui, c'est vrai. Mais c'est important de dire que si nous sommes sensibles à la notion du patrimoine aujourd'hui, c'est grâce à Viollet-le-Duc, parce qu'il a sauvé beaucoup de bâtiments. Et sa virtuosité ont permis de sauvegarder des édifices qui n'existeraient peut-être plus aujourd'hui et qui nous ont permis en fait de comprendre leur importance. Même si c'est pas toujours authentique, il a assuré la pérennité et la sauvegarde de beaucoup de bâtiments. Et c'est important vraiment de vous dire que les deux exemples que l'on vous a donnés sur Toulouse, on a envie d'enlever ce qu'il a ajouté, ça pose question quand même aujourd'hui parce que ça va à l'encontre des règles de la restauration où en fait on ne touche plus les édifices parce que ce qu'il a fait, ça fait partie de l'histoire. Et justement, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui a fait débat pour la cathédrale Notre-Dame de Paris. Oui, absolument. C'est le débat donc autour de la flèche de Notre-Dame, cette pointe qui surmonte l'ensemble de l'édifice. Donc après la première flèche du XIIIe siècle, qui avait été fragilisée par les intempéries et démontée à la fin du XVIIIe siècle. Il y a une deuxième flèche qui a été construite par Eugène Viollet-le-Duc en 1859 et qui donc a été détruite, vous le savez, en 2019 par le feu. Donc la question de la construction éventuelle d'une troisième flèche a fait immédiatement donc débat après l'incendie. Exactement. Et c'est finalement une reconstruction à l'identique qui a été préférée en juillet 2020. Parce qu'en fait, ça fait partie de l'histoire. Bien sûr. Alors, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire ? Eh bien, il faut rappeler qu'aujourd'hui, la restauration obéit à des règles très, très strictes, à la différence du 19e siècle. Et donc, il convient véritablement de respecter une forme d'intégrité et d'histoire par rapport à ce qu'on va restaurer. Il y a 3 règles très importantes. La stabilité, c'est-à-dire qu'il faut utiliser des matériaux qui ne menacent pas en fait l'objet ou l'édifice, qui sont bien compatibles. La réversibilité, ça veut dire qu'on doit toujours pouvoir
enlever ce qui a été fait, si jamais ça a été mal fait, comme ça a été le cas pour Viollet-le-Duc, par exemple, et la lisibilité. Il faut pouvoir voir ce qui a été restauré au XXIe siècle pour le différencier de l'authenticité de l'objet. Donc, on va limiter au maximum l'intervention sur l'objet quand même. La restauration vient en dernier. Il faut d'abord conserver, protéger l'objet ou l'édifice, avant tout. Alors que la restauration, qui vise à améliorer la lisibilité d'une œuvre, la compréhension d'une œuvre, elle est facultative. Elle est importante pour une transmission aux générations futures, mais elle peut n'être qu'esthétique. Elle n'est pas donc indispensable. La déontologie, c'est-à-dire l'ensemble des règles de la restauration, va en ce sens à l'opposé de ce que Viollet-le-Duc faisait. Exactement. Donc on ne peut pas s'empêcher de se demander si Viollet-le-Duc existait aujourd'hui, est-ce qu'il aurait pu faire tout ce qu'il a fait ? Il est évident que non, il n'aurait pas pu faire tout ça. Mais faut-il éliminer son travail pour autant ? Faut-il le déviolettiser ? En tout cas, le climat passionnel s'est à peine apaisé parce qu'on voit bien avec l'exemple de Notre-Dame de Paris que la question reste très sensible. Elle est d'autant plus que c'est une des spécialités donc du bac que le sujet sur Viollet-le-Duc. Donc on comprend combien la question se pose encore. Et oui, c'est un sujet très actuel et c'est un homme qui est très important de comprendre pour mieux appréhender un petit peu toutes ces questions. Voilà, nous avons terminé. Merci beaucoup d'avoir suivi ces épisodes et ces podcasts du Musée des Augustins. Oui, merci encore de votre attention et à bientôt. Au revoir. Ce podcast a été réalisé par l'équipe du Musée des Augustins. À l'écriture et au micro, Isabelle Ballon-Barberis et Marthe Pierrot. Au montage, Rémi Roig. Et à la coordination, Ghislaine Gemin. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à liker et à vous abonner.